Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour votre émission préférée, Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ceux et celles qui font. Et oui, et nous, ici, nous avons sur le plateau deux personnes qui font, deux personnalités issues de la diaspora, issues du continent africain. Eh bien, mesdames et messieurs, accueillons comme il se doit un monsieur. Il est considéré comme l'un des acteurs franco-africains les plus reconnus, mesdames et messieurs, présent depuis des décennies au cinéma, au théâtre et à la télévision, en Afrique, en Europe et à l'international. Bienvenue à vous, monsieur Émile Abosolo Mbo. Vous êtes en pleine promo du film Le goût du vin de Palme qui va sortir très prochainement. On l'applaudit. Merci. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Merci. Et on continue, mesdames et messieurs, avec notre deuxième invité. Il est avec nous. Alors, il s'appelle Freddy. Mesdames et messieurs, on l'applaudit, s'il vous plaît, comme il se doit. Il fait partie des 100 personnalités les plus influentes de la diaspora congolaise. Il est cofondateur et directeur associé de la prestigieuse agence de communication et d'événementiel Black Fahrenheit. Bienvenue, Freddy Mulumba Kabala. Merci. Merci à cette... Merci de m'accueillir. Merci. C'est un plaisir, messieurs, de vous avoir ici. Sur le plateau de Diaspora Africa. Donc vous pouvez le constater, je suis entouré que d'hommes. On accueille les deux autres hommes du plateau, à savoir les chroniqueurs. Maury Touré, le grand Maury Touré, l'envoyé spécial de la culture partout dans le monde. C'est un plaisir de vous avoir entre deux avions. Merci. Je suis à la maison. Exactement, vous êtes à la maison, bien sûr. Diaspora Africa, c'est la maison pour nous tous. On continue avec vous. De quoi vas-tu nous parler? Ah, je vais parler de vaudou. Le vaudou. Mais il ne faut pas avoir peur. Je parlerai de façon... Je vais parler pour démystifier. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés concernant cette pratique. Eh bien, voilà, on va en parler ici. Tu as déjà peur, là, apparemment? Non, ça va. Pardon. Je reviens du Togo, je reviens du Bénin. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est de ça qu'on parle tout à l'heure. Exactement. On continue avec Babadem, on vous applaudit Babadem. Alors, qui vas-tu faire briller aujourd'hui? Alors, il s'appelle Louvoyo Rani, il nous vient de l'Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est un ancien professeur qui va faire du numérique un véritable ascenseur social, uniquement dans les townships. Donc, exactement. Bravo, super. Très important, mesdames et messieurs. On essaye d'aller dénicher les talents qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Et on les amène ici sur le plateau de Diaspora Africa d'une manière ou d'une autre, physiquement ou éventuellement à la télé. Voilà, merci beaucoup, Baba. Donc voilà, tout ça sera ponctué par des chroniques, Tour d'Afrique. Il y aura une autre pitcheuse qui s'appelle Gloria Cognon. Donc tant mieux, une autre femme va venir ici sur le plateau de Diaspora Africa pour nous parler de diététique. Ah, c'est pas si déséquilibré que ça, alors. Oui, elle n'est pas là pour l'instant, mais on l'attend. Elle va parler de diététique, comment intégrer la cuisine africaine dans notre alimentation quotidienne et montrer qu'on peut manger sainement en mangeant africain. Et ça, c'est important. Super. Ouais. Super. Moi, je l'applaudis. Elle s'appelle Gloria Cognon, notre grande diététicienne. Voilà, mesdames et messieurs, à peu près le programme du jour, du temps que nous allons passer ensemble. Nous avons 1 heure chrono. Allez, moi, je vous propose de voyager. Est-ce que vous avez vos passeports avec vous? Toujours. Oui. Oui, c'est sûr. Hein. Non, mais parce qu'on voyage ici sur Diaspora Africa. Et moi, je vous propose d'aller découvrir un pays, parce qu'ici, on essaie de promouvoir les destinations africaines. C'est important, n'est-ce pas? Absolument. Exactement. Alors, moi, je vous propose d'aller visiter l'Éthiopie, berceau des civilisations anciennes et riche de plusieurs sites classés à l'UNESCO. Mesdames et messieurs, on y va tous ensemble.
super. Ouais, de retour sur le plateau, l'Éthiopie. Est-ce que vous connaissiez l'Éthiopie, monsieur Émile? Je n'y suis jamais allé, mais je m'y intéresse beaucoup. C'est un de nos plus anciens berceaux. Tout à fait. Éthiopie, c'est les Grecs qui l'ont nommé comme ça, Abyssinien, Tout à fait. et d'autres noms. Voilà, donc forcément, ça fait partie de nos racines premières, nos racines essentielles, en tant qu'Africains et en tant qu'humains. En tant qu'humain, effectivement, c'est important de le notifier ici. Freddy, avez-vous déjà été en Éthiopie? Non, en fait, moi, j'ai jamais été en Éthiopie, mais en fait, c'est vrai que nous, on est un peu la jeunesse des années 80. Et quand on pense à l'Éthiopie, je pense qu'on se rend compte à quel point le soft power de l'époque nous avait dépeint un peu l'Éthiopie comme étant un pays miséreux. Tout à fait, tout à fait. Et quand on voit l'état de l'Éthiopie aujourd'hui, s'il y a bien un pays qui représente la renaissance africaine, pour moi, c'est bien l'Éthiopie. Exactement, c'est très important ce que vous dites. Effectivement, à une époque où on nous demandait de ramener du riz à l'école pour pouvoir envoyer ça en Éthiopie. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé. Allez-y rapidement. Moi, je suis allé 2 fois. Hein. Ah ben voilà, il faut le Je suis dire. allé 2 fois. Ouais, je suis allé 2 fois. Puis malheureusement, il y avait un problème technique pour mon avion. Je suis resté pendant 24 heures et j'ai eu la chance de me promener un peu. Et l'Éthiopie, comme tu l'as dit, c'est vraiment, ça donne de l'espoir. Il y a des pays, au-delà de plein de choses qui se sont dites, qui se disent encore, exactement. que ça peut vraiment changer. Et encore, c'est tout récent quand on parle de... compagnie aussi, tu vois. Quand on parle des années... Effectivement, Ethiopian Airlines... Les plus grandes compagnies, ouais. Les années 80-90, c'est hier, hein, c'était pas... Exactement. We have a world, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, l'Éthiopie, un pays à visiter, en tout cas qu'on essaie de promouvoir. Merci à l'Office du tourisme pour ces magnifiques images qui donnent envie. Allez, le moment est arrivé. Je vous propose d'accueillir ici à la barre notre cher Émile Abosolo Mbo. Allez, s'il vous plaît, tout de suite. Mesdames et messieurs, applaudissons comme il se doit. Plus de 50 ans de carrière professionnelle dans plusieurs pays. Donc, prix du jury au Festival de Cannes pour un film Un homme qui crie. Meilleur acteur au Festival du film de Philadelphie pour le film, encore une fois, Un homme qui crie. Meilleur acteur à l'Académie des Sotigui Festival pour le film Les armes miraculeuses. Meilleur acteur au Festival Écran Noir pour le film Les armes miraculeuses. Prix d'honneur au Festival du cinéma africain de Cordoue pour l'ensemble de sa carrière, etc., etc. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore de nombreux prix. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Nous avons une grande personnalité du cinéma. Donc vous êtes acteur, comédien, voix, chanteur et formateur camerounais-français, connu pour vos rôles dans plusieurs films. On peut citer OSS 117 de Nicolas Bedos, Les Morsures de l'Aube d'Antoine Decaune, Ma cité va craquer de Jean-François Richer, à la télévision Tropique criminel, Une famille formidable, Plus belle la vie, au théâtre Check-up, Othello, et actuellement en promotion pour le nouveau film qui va s'appeler Le goût du vin du Palme. C'est ça. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, mesdames, de Palme. Bienvenue à vous. Alors, beaucoup de questions forcément. Donc, après 50 ans de carrière, donc encore une fois, 50 ans, c'est pas un jour, c'est pas 10 jours, c'est 50 ans. Quel regard vous portez sur l'évolution de la place des acteurs africains et afrodescendants dans le cinéma mondial? Vous qui l'avez vécu et vous qui le vivez encore aujourd'hui. Après 50 ans de carrière, la seule chose qu'on peut se dire de manière juste vraiment, c'est encore 2 ou 3 fois 50 ans pour pouvoir partager avec les nouvelles générations le peu qu'on a appris, pour pouvoir apprendre les choses des jeunes générations. Parce que les jeunes générations, je veux dire, il n'y a pas une génération qui sait et une qui ne sait pas. Tout le monde en prend en même temps. Le petit bébé, quand il arrive au monde, apporte déjà du savoir. Et selon les sagesses africaines, ce que le bébé a à nous enseigner ne doit pas être négligé sous prétexte que c'est un bébé et qu'il ne parle pas notre langue. Donc pour moi, l'un des cinémas les plus puissants du monde, que personne ne connaît encore, c'est le cinéma africain et toutes les manières de produire, de raconter et de diffuser ce cinéma-là. Donc moi, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible en santé pour pouvoir jouir de tout ce que le continent africain a à proposer. C'est très important ce que vous dites. Alors maintenant, quand même, on va revenir sur vous parce qu'on voit l'humilité. Hein, et il n'a pas encore parlé de lui. Comment expliquer une carrière aussi longue, aussi pleine? Parce qu'encore une fois, on le sait très bien, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est plutôt même difficile. Mais vous le faites. C'est même pas que vous l'avez fait, vous le faites encore aujourd'hui. On vous voit dans de nombreux films. Vous êtes là, vous persistez. On connaît votre visage, on connaît votre signature. C'est quoi le secret?
Le secret, c'est quand vous dites humilité, je prends. Vraiment, je prends avec bonheur. Mais ça ne veut pas dire que je me fais modeste, que je me fais petit. Humilité, ça vient de humus, c'est-à-dire que c'est la terre. Et je pense que les seuls exemples qu'on a à prendre de ce que j'ai retenu de mes grands-parents spirituels africains, c'est que c'est la vie qui est notre maîtresse. C'est la terre, c'est le ciel, c'est le vent. Et ces éléments-là sont très humbles. Quand je vois comment les humains maltraitent la planète aujourd'hui, si la planète n'était pas humble, si elle voulait se venger de tout le mal qu'on lui fait, ce serait terrible. Donc en fait, je n'ai pas de mérite. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents spirituels qui m'ont mis sur une voie, qui ont planté une graine en moi en me disant personne n'est grand sans les autres et rien n'est vraiment grand. Rien ne peut être plus grand que l'univers. Donc, plus important, c'est pas de se croire grand ou petit, c'est de participer au mouvement de l'univers, de remercier d'être là, de remercier d'être vivant et d'apprendre que le but dans la vie, c'est pas de devenir un super humain, mais c'est de réaliser qu'être humain, c'est super. Et mes ancêtres m'ayant appris ça, ben, j'essaye d'appliquer ça tous les jours. Et quand je dis que je n'ai pas de mérite, vraiment, toute ma carrière, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi. C'est mes ancêtres, c'est les entités suprêmes, c'est les forces de la vie qui me proposent des choses, qui me proposent des cadeaux. Et moi, tout mon travail, c'est de consister à prendre ces cadeaux-là avec humilité et à faire le serment de ne jamais trahir, d'être à la hauteur du cadeau que la vie me fait. Le seul conseil pour moi essentiel que je pourrais proposer à la jeunesse, parce que, encore une fois, j'ai rien à leur apprendre. Nous avons en Afrique l'une des jeunesses les plus brillantes, les plus puissamment intelligentes et les plus puissamment conscientes du monde. Les événements du monde font que on ne nous laisse pas gérer nos consciences et nos intelligences comme nous voulons. Mais malgré ça, quand même, depuis les milliers d'années d'esclavagisation, de colonisation, d'apartheid, on est toujours là, debout, fiers, heureux. Donc la première chose que je dirais aux générations futures, c'est que le secret pour donner le meilleur de soi, quel que soit le métier qu'on fait, c'est d'apprendre à aimer qui on est. Parce que les 3/4 du temps, quand on a eu des contacts avec l'extérieur, on nous a surtout appris à nous dénigrer, à ne pas nous aimer, à ne pas nous considérer. On a même été parfois jusqu'à considérer qu'on était des sous-humains. Il y a des gens qui ont pris le temps pour écrire des livres pour ça, en disant que le noir était un meuble. Déjà, le fait qu'on nous appelle noirs, c'est comme si on réduisait notre humanité à une couleur de peau. Quand on parle des hannetons, on ne dit pas le noir, on dit le hanneton précis. Il y a des papillons noirs. Pourquoi on n'appelle pas tous les papillons noirs? Alors nous, on prend ça, c'est bien, on y va, mais on est né sur un continent, mais le plus riche qui soit, le plus puissant qui soit. Pas grâce au coltan, au pétrole, à l'or, au diamant, au bauxite, à la bauxite, à l'uranium, au plutonium, même le vibranium dont on parle dans Wakanda, c'est rien à côté de la richesse humaine que nous sommes. Pour moi, la richesse la plus importante en Afrique, c'est sa population et c'est surtout sa jeunesse. Et comme l'Afrique est peuplée de gens qui ont entre 15 et 25 ans par million, c'est dans nos cerveaux, c'est dans nos cœurs, c'est dans nos intelligences, c'est dans nos tripes, c'est dans nos mémoires que se situe l'or, le coltan, le diamant que personne ne peut coloniser, que personne ne peut mettre en apartheid, que personne ne peut esclavagiser. Donc la première chose à dire aux générations futures, c'est que Afrique rime avec liberté. Afrique rime avec suprême conscience, suprême intelligence de la vie. Et dans toutes les appellations de l'être humain en Afrique, quel que soit le pays, quand on dit Muntu, ça veut dire être de conscience et d'intelligence. Être qui a choisi de vivre en pleine conscience de ton intelligence et en pleine intelligence avec sa conscience. Quand on dit Moro, quand on dit, ça veut dire la même chose. Et nos ancêtres savaient que la première richesse, la plus puissante, elle était là, elle était là. Et donc, quand quelqu'un dans une génération future apprend à aimer qui il est, apprend à aimer qui sont ses ancêtres, d'où il vient, apprend à être heureux de ce qu'il est et à connaître la puissance de ça, il n'y a rien qui peut l'empêcher de réaliser ses rêves. La question.
Je pense qu'on ne pouvait pas mieux répondre à cette question-là. Merci beaucoup. Je ne sais même plus quoi dire, hein, tellement que je suis prise par ce que vous dites. Alors, on va parler de vos films quand même. Alors, dernière sortie en date, Le goût du vin de Palme. Alors, un film où vous êtes acteur principal. Alors, donnez-nous envie d'aller voir ce film-là. Alors, ce film-là est magnifique, d'abord parce que... je vais faire l'imbécile pendant quelques temps. Mais parce que je joue dedans. Non, pas du tout, je plaisante. Mais parce que c'est un beau film, vraiment. C'est un film de Jean-Pierre Boccolo, avec lequel j'ai déjà participé dans 3 films. On a fait ensemble Les Saignantes, Miraculous Weapons, Les Armes Miraculeuses, et Le goût du vin de Palme. Et Jean-Pierre Boccolo est un cinéaste indépendant qui aime beaucoup expérimenter et qui ne veut pas se laisser dicter les lois de sa manière de faire des films par le système et par l'industrie et par l'argent. Et ça, j'aime déjà beaucoup ça chez lui. Et humainement, c'est quelqu'un de formidable. Bon, c'est un cinéaste super. Donc, on s'entend très bien. Et surtout là, le sujet est juste génial. C'est-à-dire qu'il a imaginé... Alors, on est dans quelque chose de très onirique. Et tout ce qui se passe dans cette voiture, c'est raconter comment quelqu'un de riche, de très riche, réalise que la richesse ne lui a pas apporté le bonheur, que la richesse ne lui a pas apporté la liberté, que la richesse ne lui a pas apporté l'amour. Comme on dit, money can't buy me love, money can't buy me life. La vie ne peut pas m'acheter l'amour, la vie ne peut pas m'acheter... L'argent ne peut pas m'acheter l'amour, l'argent ne peut pas m'acheter la vie. Et comme disait si bien un de nos magnifiques écrivains, que personne ne lit suffisamment, Monsieur Dumas, qui disait « Argent, excellent serviteur, très mauvais maître. » Et donc cette femme découvre au contact de son chauffeur, qui est noir, elle est blanche, qui est d'une autre culture, qui vient d'un autre pays, qui est à son service depuis 10 ans et qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne connaît pas. Et donc elle le rencontre, là, elle décide, comme elle est désespérée, avec sa fille, ça ne va pas, avec son amant, ça ne va pas, avec sa société où elle produit, ça ne va pas, tout le monde est là pour son argent et pas pour elle. Donc elle cherche désespérément quelqu'un qui l'écouterait pour elle, pour ce qu'elle a à dire, pour qui elle est. Je parlais de la richesse africaine tout à l'heure, la plus puissante de l'être humain. On voit bien que là, Jean-Pierre Boccolo nous fait dans une fresque comme ça le tableau de ce que l'argent ne peut pas apporter, des limites de l'argent. Et c'est ce chauffeur qui, au fur et à mesure des conversations avec la dame, lui ouvre les yeux sur plein de choses, s'ouvre ses yeux à lui-même sur plein de choses. Et cette conversation-là est énorme sur ce que ça raconte entre les relations entre les riches et les pauvres, entre les noirs et les blancs, pour apprendre à tisser des passerelles où il n'y a que des humains de part et d'autre. Comme disait si bien Frantz Fanon, le blanc n'existe pas plus que le noir, il n'existe que des humains qui cherchent. Bravo. Franchement, Il donne envie. Hein. Vraiment, il donne envie. Vraiment, je vais aller voir le film. Franchement, je suis obligée d'aller voir le film. J'espère que, mesdames et messieurs, aussi, il vous a convaincu. En tout cas, nous, on est conquis. Bravo encore une fois. Bravo, mesdames et messieurs. On avait le plaisir d'avoir. Vous allez rester bien sûr avec nous. On aura forcément d'autres questions. Merci. Eh bien, bravo. Le goût du vin de Palme, mesdames et messieurs, sorti incessamment sous peu, donc en 2026, de ce magnifique film. On va suivre avec grande attention et connaître les lieux de sortie pour y aller, pour courir, pour se déchaîner et aller vous voir, bien sûr, en tant que rôle principal de ce film. On peut l'applaudir encore une fois. Est-ce que je suis heureux d'être là? Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, avec grand plaisir, je vous en prie. Merci. Et oui, mesdames et messieurs, des talents ici sur Diaspora Africa. C'est un plaisir d'avoir une grande personnalité. Émile Abosolombo est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. Allez, on poursuit cette émission, mesdames et messieurs, avec... allez, on va un peu détendre l'atmosphère. Vous avez des buzzers, vous vous demandez à quoi servent-ils? Eh bien, rassurez-vous. Il n'y a pas forcément d'enjeu, mais voilà, on essaye de promouvoir un peu la culture générale ici sur le plateau de Diaspora Africa. On apprend. Je découvre quand je fais les questions, bien sûr, rassurez-vous. Je ne suis pas plus intelligente que vous, même si je suis une femme. Et on sait que... Mais voilà. Alors, question pour un champion, question pour une championne, plutôt pour des champions ici. Quel pays a accordé le droit de vote aux femmes en premier? Alors, eh oui, on n'est pas là, mais on est là. Pays?
Ouais. En Afrique ou dans le monde? Non, dans le monde. Peut-être qu'il est africain, le pays. Hein. Peut-être. Est-ce que ce serait l'Islande? Non. L'Angleterre? Non. États-Unis? Non, double non. Oh. Allez. Relevez le niveau des hommes, on va voir si vous avez la réponse. Parce que moi, la femme, j'ai la réponse. La France? Non. Donnez un pays, Freddy. Attention, le poids des hommes est sur vous, monsieur. Attention. Attention. La Finlande? Non. Le Mexique, non. Non. Raté, mesdames et messieurs. Il faut savoir que le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes en premier, eh bien, c'est la Nouvelle-Zélande. Et oui, mesdames et messieurs, en 1893. Ah ouais. Précurseur, et oui, précurseur, mesdames et messieurs. Maintenant, vous le saurez, droit des femmes, Nouvelle-Zélande, 1893. Allez, on poursuit cette émission. On y va, mesdames et messieurs. On a le programme est chargé. Dans un instant, nous aurons le plaisir d'avoir Freddy à mes côtés, donc avec sa magnifique agence de communication Black Fahrenheit. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter Babadem. Babadem a une chronique qui s'appelle « Ils font l'Afrique et le monde d'aujourd'hui » parce que nous aimons, ici dans cette émission, aller dénicher les différentes personnalités, peu importe où elles se trouvent, afrodescendantes, qui font bouger les lignes. Et donc là, moi, je vous propose d'aller en Afrique du Sud avec Babadem. C'est parti. Oui, alors nous allons découvrir Luvuyo Rani, qui est un ancien enseignant du côté de l'Afrique du Sud. Et il va fonder en 2004 Silulo Uluto Technologies, d'abord en vendant des ordinateurs, avant d'ouvrir des premiers centres numériques, mais dans les quartiers populaires. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que pourquoi personne n'ose créer des centres numériques dans ces quartiers, les townships ou dans les zones rurales. Donc lui, il s'est dit, il va le faire. Et il va créer les premiers espaces qui vont combiner café, internet, centre de formation et guichet du service unique. 20 ans plus tard, c'est un réseau d'environ plus de 45 centres dans plusieurs provinces sud-africaines. Tous sont installés dans les zones défavorisées, dans les fameux townships. Et côté impact, plus de 70 000 personnes formées depuis sa création, avec environ plus de 5 000 diplômés chaque année. Près de la moitié des apprenants qui vont dans son centre vont trouver des emplois, que ce soit dans les centres d'appel, le retail ou les services administratifs. Aujourd'hui, il emploie plus de 200 personnes. Son chiffre d'affaires au début, qui était que de 2 500 €, est passé à plus d'1 million d'euros. Donc, grâce à ses activités et donc grâce à lui, il a voulu montrer qu'on peut réussir dans les townships et permettre de former des jeunes des townships uniquement dans les townships. Donc, C'est très intéressant. Merci. Oui, c'est une belle découverte, effectivement, parce que souvent, il y a des zones qu'on met de côté en se disant non, c'est pas bankable, il n'y a rien à y gagner. Donc là, il y a un impact social et il y a un impact économique. Donc, quoi de mieux, encore une fois, belle découverte. Est-ce que vous connaissiez éventuellement? Non, pas du tout. Pas du tout. Découverte. J'avais vu passer comme ça sur le net, mais je ne me suis pas attardé. Et là, je suis heureux de découvrir l'information ici. Merci infiniment. Exactement, mesdames et messieurs. Voilà, on essaie de promouvoir ce type d'initiative. En tout cas, peut-être que ça peut donner des idées aux uns et aux autres. Allez, on poursuit cette émission, mesdames et messieurs, avec... Vous avez toujours vos passeports, hein? Oui. Toujours, oui, ok, très bien. Moi, je vous propose d'aller en Tunisie, cette fois-ci. Okay. Ouais, en Tunisie, mais pas physiquement, mais en vidéo, avec le Tour d'Afrique. Et là, on va parler des dictats de la beauté des cheveux. Eh oui, encore et encore. Allez, on regarde et puis on revient. Alors le texturisme, ça va être un peu les mêmes mécanismes que le colorisme en réalité, sauf que c'est appliqué aux cheveux. Donc on a bien conscience que le colorisme, en fait, c'est un peu un dérivé du racisme où, en fait, selon certains critères de finesse de traits, de couleur de peau, on va être plus ou moins accepté dans la société et pas trop de surprise, plus on tend vers quelque chose de blanc avec des codes occidentaux, mieux on va être accepté, mieux ça va passer. En Tunisie, comme dans toute l'Afrique du Nord,
les lissages sont monnaie courante pour coiffer les cheveux bouclés, frisés ou crépus. Ces cheveux dits texturés qui ont longtemps été dénigrés et stigmatisés. Depuis quelque temps, à l'instar du mouvement Rash is Beautiful, qui veut redonner ses lettres de noblesse aux cheveux crépus, des femmes tunisiennes luttent contre ce racisme, cette aliénation culturelle, et veulent casser les critères de beauté eurocentrés. J'adore mes cheveux. Ma famille et mes amis ont souvent essayé de me convaincre de les lisser. Ils m'ont aussi conseillé d'utiliser la kératine, mais j'ai toujours été contre cette idée et je ne le ferai jamais. J'aime être différente. J'aime que lorsque je marche dans la rue, les gens me disent « tes cheveux sont super beaux ». On nous a toujours appris que le cheveu bouclé, c'était pas des cheveux coiffés, il fallait toujours se les lisser, se les attacher. Donc je suis restée avec cette optique-là jusqu'à ce que j'ai 30 ans et que je me dis en fait non, le cheveu bouclé c'est beau. C'est pas le cheveu lisse qui prime et du coup c'est là où j'ai pris la décision de changer. Avec la cliente, on se retrouve face au même défi. Notre devoir est de faire en sorte que la cliente se sente à l'aise avec ses cheveux. Nous savons que beaucoup de personnes en Tunisie n'étaient pas vraiment à l'aise avec leurs cheveux naturels, ce qui pouvait parfois provoquer un vrai malaise psychologique. Du coup, on fait en sorte que la cliente passe de cette phase où elle utilisait des produits chimiques à celle de l'acceptation de ses cheveux naturels. Et dans ce parcours, on devient plus psychologue que coiffeur. Bravo. De retour sur le plateau, effectivement, c'est encore des questions qui persistent encore aujourd'hui, des problématiques qui persistent encore aujourd'hui, à savoir le cheveu. Quand est-ce qu'on peut dire que le cheveu est beau? Est-ce qu'on peut se permettre de dire que le cheveu est beau? Et ça crée donc toutes ces problématiques pour les jeunes filles, surtout pour les femmes, encore une fois, aujourd'hui. Et donc, c'est un beau reportage encore qu'on remercie, et qu'on applaudit surtout. Donc, vous en pensez quoi, vous, quand vous voyez ce type de problématique? Il y a beaucoup de choses en fait, qui sont faites par justement des entités afro. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a des sœurs qui avaient lancé un concept qui s'appelait Boucle d'ébène. Magnifique. Boucle d'ébène a fait des petits, plusieurs années après, avec la Natural Hair Academy. Je pense en fait qu'on s'est rendu compte, nous, notre cogénération, qu'en plus des solutions qu'on peut s'apporter, en fait, ça représente un marché. C'est ça. Et c'est un marché dans lequel, aujourd'hui, on veut jouer un rôle prépondérant et pas juste laisser... entre guillemets, les grosses parts de marché aux grandes multinationales, L'Oréal et autres. Et donc, on a vu des trajectoires se créer. On voit la jeune Kelly Massol qui a lancé les secrets de Loli, et puis beaucoup d'autres marques. Donc, moi, je pense que c'est bien. Personne d'autre que les femmes noires vont pouvoir savoir ce qu'il y a de plus adapté pour leurs cheveux. Donc, en fait, effectivement, on ne peut que applaudir et valider encore une fois. Merci beaucoup. Et il y a une jeune sœur, Djalissa Sekmet, qui fait un gros travail là-dessus, qui a sa propre maison d'édition, qui se bat avec ses propres moyens, mais pour raconter l'histoire du cheveu afro-caribéen, africain, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à maintenant, en parlant des coiffures. Elle fait des éditions, elle fait de la bande dessinée, elle a un espace sur le net. Exactement, donc à découvrir, mesdames et messieurs. Merci. Elle n'est pas la seule à faire ça. Effectivement, merci. Et moi, je vous propose tout de suite d'accueillir ici à la barre Monsieur Freddy Moulumba Kabala, s'il vous plaît. On l'applaudit. Freddy Moulumba Kabala, bienvenue à vous. Vous êtes cofondateur et directeur associé de l'agence panafricaine de communication et d'événementiel Black Fahrenheit, créée à Paris en 2011 pour valoriser les initiatives afro-caribéennes. Vous êtes né à Kinshasa, formé entre l'Afrique, les États-Unis et la France. Vous avez exercé comme journaliste sportif, puis stratège média pour de grands comptes, Canal+, Société Générale, Maïf, etc. Vous avez piloté ou contribué à des événements de référence tels que le Africa Development Day, Bill
Believe in Africa et le Rebranding Africa Forum. Et vous conseillez aujourd'hui encore des institutions donc via votre agence de communication. Vous êtes engagé bien sûr dans la transmission. Vous êtes également coach de basket depuis plus de 25 ans. Et vous avez été, encore une fois, distingué en 2025 au Lumumba Awards. Vous faites partie des 100 profils influents de la diaspora congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Il est avec nous ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et donc, 2011, ça en fait des années, votre première agence de communication. En 2011, il n'y en avait pas tant que ça ici en France, en Occident. Donc, vous avez vu les choses changer, vous avez vu les choses évoluer, vous avez vu la diaspora grandir et s'approprier finalement ces histoires. Donc, comment vous pouvez résumer donc, ces 15-20 ans d'action et cette évolution concernant donc, la place de la diaspora et surtout son histoire? Alors déjà, première chose, merci. Merci à Aïssatou pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Très content d'être là parce que moi je considère que nous, ce qu'on fait, c'est du travail de l'ombre. J'interviens très peu et c'est une chance d'être là. Deuxième chose, j'interviens juste après mon grand frère Émile, qui est ici. Émile, on a une histoire particulière. Quand on a lancé nos concepts chez Black Fahrenheit, pour nous, c'est très important de parler de l'humanité, de la fraternité entre nous, Africains, et de l'Ubuntu. Bien sûr. Ubuntu. Et j'avais demandé à notre grand frère Émile de pouvoir venir intervenir et il nous a fait la grâce de présenter une masterclass qu'on avait appelée Masterclass Ubuntu Legacy, l'héritage qui nous reste de l'Ubuntu. Et donc, c'était magistral. Donc, grand frère Émile, merci encore. Merci. Comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, moi, j'arrive du Sénégal début des années 80. Quand on arrive en France, début des années 80, en Île-de-France, j'étais dans une ville qui s'appelle toujours Marly-le-Roi. On est très peu d'Africains. Donc, on comprend très vite, si moi, je n'avais pas ces parents qui nous ont appris justement cette fierté africaine, le fait de marcher droit, le climat dans le début des années 80, de 78, où il y avait très peu de Noirs, c'était particulier. Particulier. J'aime bien le dire parce que c'est important. Nous, il fallait s'imposer, ou bien avec un gros caractère, ou bien scolairement, ou bien parce qu'on savait se battre un peu. Ce qui était mon cas, moi. Quand on arrive dans les années 80, il ne faut pas oublier, malheureusement pour ceux qui étaient jeunes, adolescents, il y avait tout ce qui était groupuscule néo-nazi en France. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Donc, ce qu'on dit là, c'est important. Donc, en fait, il a fallu se construire avec ça, dans ça, et ça nous a amené en fait à avoir une lecture en fait de la société qui était particulière. Donc, le paysage audiovisuel des années 80, il ne faut pas oublier, on est sur TF1, Antenne 2 et France 3. Canal+ arrive doucement, la 5 un peu après. Donc, comme moi, pour faire court, je passe mon bac, je pars aux États-Unis, je reviens, et je veux faire des études de journalisme. On me fait comprendre que, bon, votre profil est intéressant, mais ce n'est pas dans le marché. Le marché, pour l'instant, n'est pas prêt. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui, en 2025, une émission comme Diaspora Africa, dans des studios, comme ici, à l'époque, on parlait beaucoup de Cognac G, on parlait de... En fait, moi, je trouve que c'est un pied de nez par rapport à l'histoire, mais surtout une démonstration de ce que cette génération a pu faire en si peu de temps. 15 ans, ça paraît long, mais nous, quand on a créé Black Fahrenheit, c'était d'abord pour faire la démonstration qu'on n'est pas juste une communauté, qu'on est d'abord un marché qui répond à des codes, à des us et coutumes. Et puis, dans la trajectoire d'une journée, un homme noir, une femme noire, un enfant, adolescent, en fait, ils ont différents besoins. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à ces cibles-là, comment est-ce qu'elles font pour communiquer? Quelles sont les stratégies de communication qu'on met en place sur cette cible-là? Quand nous sommes arrivés, on avait été invités par Le Monde. Le Monde Afrique, enfin, j'ai vu passer en fait une couverture ici. Et il m'avait quand même posé une question. Je pense que quand on arrive à décrypter les codes, c'est important. C'est pour ça que quand je parle avec nos jeunes frères, c'est toujours essayer de comprendre qui on est, d'où l'on vient, et surtout à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc, il nous avait posé la question, mais d'accord, vous faites une agence qui s'appelle Black,
Fahrenheit, vous allez vous occuper que des Noirs. Est-ce que ce n'est pas du communautarisme? Donc, moi, je dis, écoutez, je vais vous retourner une même question. J'étais en voiture avec mon fils aîné qui était jeune. Il était assis derrière, on s'arrête à un feu rouge, et puis on passe devant Jean-Louis David. Mon fils me dit, papa, moi j'ai envie de me faire coiffer là. Je lui dis, non, mon fils, tu ne peux pas te faire coiffer là. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que tes cheveux, ils ne les connaissent pas. Et donc, je lui rétorque la question, est-ce que Jean-Louis David est communautaire? Et donc, en fait, c'était juste en fait, pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs mondes qui se croisent que ça veut dire en fait qu'ils se connaissent. Donc, là où Jean-Louis David s'est arrêté sur ce marché-là, en fait, ça donne la place à d'autres entrepreneurs qui, aujourd'hui, ont créé des barbeurs qui n'existaient pas. Ouais, tout à fait. Moi, j'habitais dans 78, il fallait que j'aille me coiffer à Château-Rouge. Ouais, aujourd'hui, en fait, ils sont partout. Ça veut dire aussi quelque chose de notre génération. On se prend en main. À chaque fois qu'il y a une possibilité de se lancer en matière de business, la jeunesse a toujours été au rendez-vous. Donc, une agence comme Black Fahrenheit est là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Bah, dis donc, aujourd'hui, vous me clouez le bec. D'habitude, je parle beaucoup, mais je n'ai plus rien à dire. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Ça a été clair, c'est net, c'est précis, il n'y a rien à redire dessus. Bravo, bravo, bravo. Donc, pour terminer, donc, vous êtes aussi consultant donc, pour des institutions, donc OIF, BPI, MEDEF, donc vous faites pas mal de choses. Encore une fois, l'objectif, c'est ça, c'est de promouvoir donc, les diasporas, la communauté, entre guillemets, les talents du continent africain, les réalisations du continent africain, les marchés du continent africain, mettre en réseau, ça c'est important, vous organisez pas mal d'événements, vous mettez en réseau, vous participez à la communication de grands événements, donc en lien avec le continent africain, notamment le Rebranding Africa qui est très 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 signifiant pour vous. Donc rapidement pour terminer, que dire à nos téléspectateurs sur Black Fahrenheit, comment vous accompagner, comment vous retrouver et éventuellement la suite? Écoutez, alors nous, Black Fahrenheit, on a un contrat avec le groupe Marriott depuis à peu près une quinzaine d'années. Parce que quand on les a approchés, en fait dans ces années-là, je pense qu'on s'est un peu compris parce qu'ils ont une culture américaine. Et vu que moi j'ai étudié en fait, aux États-Unis, le concept récréatif en fait, qu'on leur a apporté, ils ont tout de suite compris l'intérêt. On a un concept qui s'appelle l'intemporel, un rendez-vous mensuel, une fois tous les mois, le vendredi, à l'hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe. Et pour nous, c'est un rendez-vous dans lequel tous les acteurs de la diaspora, tels qu'ils soient, sont les bienvenus pour pouvoir déjà interagir les uns avec les autres. Mais pour nous, ce n'est pas juste un after-work, c'est une fois qu'on vient, avec quoi est-ce qu'on repart. Au minimum, ce sont en fait de nouvelles connaissances et au maximum, on fait toujours un focus dans lequel on met en avant une initiative. La dernière en date, 2025 a été une année formidable dans le cinéma puisqu'on a eu 2 gros biopics. On a eu Munganga et on a eu Fanon. Et donc nous, au dernier event, on a réussi à faire venir l'acteur principal de France Fanon et également l'équipe de Munganga pour pouvoir parler justement de ce narratif africain. Donc Black Fahrenheit, c'est ce qu'on fait. Donc on se retrouve, mais surtout comment est-ce qu'on arrive à être une photographie de notre époque à l'instant T. Rien à rajouter. Merci, bravo. C'est signé, le contrat est signé. Voilà, mesdames et messieurs, je signe. Voilà, c'est un plaisir, vraiment c'est un plaisir d'avoir des personnalités comme ça. Émile, Freddy, franchement vous êtes inspirants et puis voilà, vous ne faites pas partie de la même génération que moi. Je le dis comme ça, histoire d'eux, hein, mesdames et messieurs. Mais voilà, en tout cas, vous nous... Non, ne m'envoyez pas de messages en disant non, au contraire, on a besoin de personnalités comme vous, on a besoin que vous nous montriez la voie et ça c'est important parce que souvent on dit oui, la jeune. Non, c'est ensemble et surtout vous êtes nos leaders, c'est-à-dire que continuez, montrez-nous, influencez-nous, inspirez-nous et on est là, on est vos guerriers derrière. Merci beaucoup. Voilà. Surtout, juste une petite chose à ajouter parce que nous, de toute façon, si ce qu'on propose, si ce qu'on dit ne tombe pas entre des mains conscientes, intelligentes, ça ne sert à rien. Nos ancêtres, quand ils ne transmettaient pas, c'est qu'ils disaient à qui transmettre. Maintenant que vous êtes là, on n'a plus cette inquiétude. Ouais, merci en tout cas, je prends.
Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, nous sommes ravis de cette belle émission et ça va continuer. Et moi, je vous propose l'agenda des diasporas, mesdames et messieurs. Mais avant, est-ce que Madame Cognon est prête, notre diététicienne? Elle est en train de préparer les dernières informations concernant la diététique, notamment avec les mets africains. Donc, elle arrive dans un instant. Mesdames et messieurs, restez connectés. Mais tout de suite, l'agenda des diasporas, vous ne savez pas quoi faire en semaine, le week-end, en amoureux, avec des amis, peu importe. Nous avons ce qu'il vous faut. Allez, on regarde et puis on revient. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Avant la courte pause, moi je vous propose de quand même... je vais vous poser une question parce que c'était pas terrible quand même. Hein. Vraiment, 4 hommes sur le plateau, 4 cerveaux en principe. Vous n'avez pas réussi à trouver donc la réponse. On va continuer, on va voir, en sachant qu'il y a quand même un voyage. Je vous ai demandé vos passeports, c'était pour ça, parce qu'il y a peut-être un voyage à gagner. Donc messieurs, on ressaisit s'il vous plaît. Alors, question pour des champions. Mesdames et messieurs, quel est selon vous l'organe le plus lourd du corps humain? L'organe le plus lourd du corps humain, à votre avis, quel est-il? Le cerveau. Non. La tête. Non. L'organe le plus lourd. Les pieds. Non. Le pancréas? Non. Intestin. Oui, vas-y. Alors, moi, je vais glisser un peu, je vais faire joker à côté. Parce que l'organe le plus lourd, je suis en train de chercher, mais l'organe le plus puissant, je sais. Le cerveau. Le plus puissant, c'est la langue. Très bien, mais ce n'est pas la question. Oui. Non. Voilà les hommes, mesdames et messieurs. On leur demande d'aller là, ils vont là. Et l'intestin? Non, vous avez faux. Pour le coup, on arrête. Là. Monsieur Émile, votre déroutage m'a dérangé. J'aime pas. Les hommes, c'est ça. Le cœur. Non, mesdames et messieurs, il faut savoir que c'est la peau. La peau. Et oui, c'est l'organe le plus lourd du corps humain, c'est la peau. Chez un adulte, elle pèse en moyenne entre 3 et 5 kilos, soit environ 15 à 20% du poids corporel total. Voilà. Ça glisse, non? Exact. Eh bien, maintenant, vous le saurez, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a raté comme cadeau, là? Vous avez raté un voyage, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. C'était un voyage en Éthiopie. Aïe. Je suis désolée, Je suis triste pour vous, mais bon, c'est pas grave, ça sera remis. Si on venait de reposer la question. Ah non, désolé, c'est terminé. Je vous propose une courte page de publicité et puis on négocie en off. D'accord. Éventuellement. Okay. Allez, c'est parti, on revient dans un instant, mesdames et messieurs, vous allez voir. De l'Europe à l'Afrique. Vos proches reçoivent plus qu'un transfert. Un geste d'amour avec Orange Monnaie Europe. Chaque geste rapproche et transforme la distance en sourire. De l'Europe à l'Afrique. Orange Monnaie Europe, proche de vous, ici comme là-bas.
Venez, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau. On a la chance d'avoir Émile Abossolo-Mbo qui est venu ici nous parler du film Le goût du vin de Palme. On peut l'applaudir. Il nous a pitché ça d'une manière qui nous donne envie d'aller voir le film. Et nous avons bien sûr notre cher Freddy Mulumba Kabala, qui est co-directeur de la prestigieuse agence de communication Black Fahrenheit. Ils sont avec nous ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, moi, je vous propose maintenant une chronique qui s'appelle Us et coutumes d'Afrique, le vaudou. Est-ce que vous connaissez le vaudou? De nom, vous la pratiquez, cette spiritualité Alors, je m'y intéresse. Vous vous y intéressez? Je m'y intéresse, parce que si je dis je connais, tous les vrais experts, les vrais connaissants, les vrais sages du vaudou vont me dire petit. Donc, quand on parle d'un sujet comme ça, ce serait prétentieux de dire je connais. Je m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup cette spiritualité-là, et elle participe à m'inspirer, à me nourrir et à me guider dans ma vie de tous les jours. Freddy? Pardon, Freddy, je t'ai... Non, du tout. En fait, j'allais un peu aller sur le même terrain. Maintenant, moi, je viens de l'Afrique centrale. Et c'est vrai, en fait, que pour moi, le vaudou, c'est plus culturel. Mais pas avec la connotation négative qu'on nous apprend. Voilà, donc c'est pour ça que ça a toujours un peu attisé ma curiosité. Et ça tombe bien, mesdames et messieurs, parce qu'on va en parler ici sur le plateau de Diaspora Africa. On a cherché des informations vous concernant. On a cherché, on a dit, lui, il se pose des questions là. Et ici, on a les réponses. Le vaudou avec notre cher Maury Touré. Voilà, je vais parler aujourd'hui de vaudou. Tu as dit tout à l'heure, tu ne parles pas en profondeur. Il faut dire que le vaudou, c'est une religion qui englobe un vaste champ de pratiques rituelles et de croyances. Il est originaire d'Afrique de l'Ouest et aujourd'hui, ses ramifications vont dans les Caraïbes, comme vous le saviez. Et il puise un peu plus précisément ses racines dans l'ancien royaume du Dahomey, que tout le monde connaît très bien, qui est aujourd'hui le Bénin. Et il s'est fixé dans ces formes que nous connaissons bien, qui sont aux alentours du XVIIe siècle. Et il faut aussi dire que l'un des clichés du cinéma et de la culture populaire des dernières années, le vaudou est basé sur la sacralisation des forces de la nature et des ancêtres. Tu as parlé tout à l'heure des ancêtres, la force des ancêtres. Et c'est ça qui est hyper important. Et depuis quelques années, l'État béninois, c'était en juillet dernier, en 2024, ils ont décidé que les premières semaines de janvier, jeudi, vendredi, jour férié, chômé payé, consacré au vaudou. Donc, ils ont initié le Vaudou Days. Oui, le Vaudou Days. Une façon de démystifier un peu cette culture, cette croyance, cette spiritualité, mais de le célébrer dans son contexte art, culture et spiritualité vaudou. Et comme on le dit, le vaudou, pour moi, comme je le dis, au même titre que les autres religions, le vaudou doit être aussi respecté et accepté par les Africains. Loin des clichés, comme on l'a dit, du cinéma, parce que quand on parlait de vaudou, c'était la poupée, où on mettait un peu des aiguilles là-dessus. Non, c'est pas ça le vaudou. Le vaudou, c'est une culture, c'est une spiritualité qu'on doit prendre comme les autres religions. Et ça vient d'Afrique, comme on l'a dit. Il faut s'en approprier. C'est pas dangereux le vaudou. Donc pour récapituler, le vaudou s'appuie sur les forces naturelles et nos ancêtres. Et les ancêtres, tout simplement. Le vaudou aujourd'hui peut guérir les gens. Le vaudou peut conseiller, comme on fait dans plusieurs spiritualités. Quand on a mal, on va voir peut-être le charman d'une confrérie. C'est la même chose sur le vaudou. Donc, il faut dire qu'il faut s'en appuyer là-dessus. Et entre autres, moi je le dis encore, on a laissé tout ça pour les autres. Et aujourd'hui, on est en train de venir à ces préceptes-là parce que c'est ça qui nous ressemble. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et si, allez-y. Ajouter, alors parce que c'est vrai que pour en parler, il faudrait des émissions entières. Bien sûr. Et là, on a en gros, tout le temps, comme là. ça, moi, j'essaie toujours de partir des dénominations, de ce que les mots racontent et tout. Et vaudou, comme ça se prononce vraiment, et pas vaudou. Vaudou qui est devenu voodoo en Haïti, qui est devenu houdou en Amérique du Nord. En fait, c'est juste la réunion de deux concepts qui consistent à dire le principe essentiel du vaudou, c'est j'observe les forces de la nature, je les regarde, je les écoute et je travaille à comprendre ce qui, dans ces forces de la nature, me fait du bien. S'il y a beaucoup de danse et de chant dans le vaudou, c'est que toutes les bases de spiritualité du monde
sont basées sur le son et le mouvement. Et c'est la combinaison du son et du mouvement. Émile fait du vaudou. Et finalement, vous êtes convaincu? Ça vous parle un peu plus, là? C'est bon, vaudou, je coche. C'est coché. Éclairé. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Maury, merci beaucoup à vous, Émile, pour les informations concernant cette pratique et le Vaudou Days, effectivement, qui vont arriver incessamment sous peu, donc au Bénin. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir notre diététicienne, une autre femme ici. Elle est diététicienne, nutritionniste. Elle s'appelle Gloria Cognon. On l'applaudit, s'il vous plaît. Gloria, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ici sur le plateau de Diasp Africa. Vous êtes diététicienne, nutritionniste, spécialisée en alimentation afro-caribéenne. Vous êtes l'une des rares diététiciennes francophones spécialisées en alimentation afro-caribéenne, avec pour mission de permettre aux femmes afro-descendantes de se réapproprier leur patrimoine alimentaire sans renoncer à leur objectif de santé. Effectivement, c'est très important. Vous souhaitez décoloniser nos assiettes. Même les assiettes, il faut les décoloniser. Oui. On vous écoute. Alors oui, donc je suis Gloria Cognon et je suis très ravie d'être parmi vous, messieurs, et Aïssatou. Et donc oui, le but de ce que je fais, de ce que j'ai mis en place, c'est vraiment de décoloniser nos assiettes parce qu'on entend souvent que l'alimentation africaine est grasse. Or que toutes les alimentations sont grasses, ça dépend de la qualité des aliments, du mode de cuisson et de la fréquence à laquelle on mange. C'est vrai que si on mange des alocos, donc des bananes plantains tous les jours, oui, on va prendre du poids. Mais si on agrémente ça de légumes, de chez nous par exemple des légumes feuilles, un petit peu de riz et un morceau de viande, de protéines, bon, bah, dans ce cas-là, on ne prendra pas de poids. Donc c'est vraiment... Le but de tout ça, c'est de vraiment faire comprendre aux femmes que l'alimentation afro ne fait pas grossir. Il faut vraiment apprendre à la composer. Donc ces messieurs vont se dire, mais pourquoi seulement aux femmes? Parce que vous traitez, entre guillemets, vous considérez que l'alimentation africaine peut, d'une manière ou d'une autre, prendre en charge donc, les différents troubles, notamment féminins. Oui. Donc pourquoi je m'intéresse aux femmes? Déjà pour une chose qui est essentielle, parce que je suis une femme et je pense que je peux mieux comprendre leurs attentes. Et la deuxième chose, c'est parce que l'alimentation afro, elle est anti-inflammatoire et sans gluten. Donc ça aide vraiment pour tout ce qui est troubles hormonaux. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a 8 femmes sur 10 femmes noires qui souffrent de troubles hormonaux. Donc c'est vraiment important de pouvoir valoriser cette alimentation pour qu'elles puissent comprendre qu'en mangeant les choses qu'elles ont l'habitude de manger ou qu'elles connaissent, elles peuvent réduire, voire prévenir ces troubles hormonaux. C'est très important ce que vous dites et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'objectif, c'est d'accompagner ces femmes-là, mais ensuite les laisser, parce que vous leur donnez un mode d'emploi, une façon de faire qui va tout simplement leur permettre de continuer leur vie sans avoir besoin de vous derrière. Oui, c'est exactement ça. En fait, le but, c'est qu'elles soient autonomes. C'est pas qu'elles reviennent me voir parce qu'on a déjà vu que les régimes, les programmes que l'on faisait avant, ça ne suffisait pas, en fait. Donc, il faut vraiment les accompagner, leur donner une autonomie pour qu'elles puissent après elles-mêmes le partager autour d'elles. C'est vraiment le but. Et pourquoi je m'occupe plus particulièrement des femmes? Parce qu'une femme, elle gère un foyer. Et donc, du coup, toucher une femme, c'est toucher plusieurs personnes en même temps. Les enfants, le mari, et voilà. Vous le savez, messieurs, si on est de bonne humeur, non, disons les choses, si on est de bonne humeur, tout va bien à la maison. Si on est de mauvaise humeur, tout va mal. Donc, merci beaucoup, Gloria. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, j'en ai qu'un, c'est Instagram, Glow Afrodiète, où je partage des recettes, des conseils et voilà, des posts bien-être. Bravo, on peut l'applaudir. Elle s'appelle Gloria Cognon. Et Gloria, vous allez terminer avec moi cette émission. Rassurez-vous, vous allez avoir la parole. Donc, parce que c'est dans le même sens. Hein. Question pour un champion, même pas question pour un champion et une championne. C'est Naïma qui vit en France qui pose une question. Qui a le plus de charge mentale aujourd'hui, les femmes ou les hommes? Vous êtes pour les femmes, vous êtes pour les hommes. Les femmes, pour vous, les femmes ont plus de charge mentale. Pourquoi? Alors, moi, je pense que les charges mentales sont équitablement réparties entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, on se méprend beaucoup sur le rôle des femmes parce que d'autres sont venus nous dire que, attention, il ne faut pas brimer, il faut pas... On a amené une espèce de dualité, de hiérarchie entre qui est plus que l'autre.
nos sociétés ont toujours fonctionné sur la complémentarité, sur les charges de chacun et ce que chacun pouvait gérer. Et nos ancêtres ont compris une chose, c'est-à-dire qu'on a confié ces rôles-là aux femmes, pas parce que c'était des esclaves ou parce que c'était des corvées, mais parce que nos ancêtres, après avoir étudié, ont compris que la partie de l'humanité qui avait suffisamment d'amour, de résilience, de patience pour apprendre à comprendre la nature, ben c'était les femmes. Et les femmes ont choisi cette culture-là, cette manière de cultiver. Donc je pense que c'est une question de culture. Les femmes ayant choisi ces cultures-là, et ce qu'il faudrait, je pense, dire, c'est que les hommes, la partie masculine, arrêtent parfois de décharger leur charge mentale sur les femmes. Qu'ils assument leur charge mentale. Exactement. Je vous en prie. Alors, vu que je suis du côté pour les femmes, voilà, exactement. Non, mais en toute objectivité, je pense quand même que la manière dont ce monde moderne a été construit pour les hommes. Bien sûr, soyons réalistes. Pour les hommes. Et comment tirer son épingle du jeu quand on est une femme dans ce monde d'hommes? C'est pour ça que je pense que la charge est encore plus lourde, parce que, 1, il faut se questionner, 2, il faut trouver sa place, et 3, il faut se construire aussi, en tant qu'individu, professionnellement, sentimentalement, familialement. Donc il y a plusieurs casquettes, je pense, qui nous est parfois un peu plus facile de porter en tant qu'homme. Moi, en tant qu'homme noir, je peux me balader partout dans Paris, 24 heures sur 24, sans avoir à me dire « oh là là, j'ai peur ». C'est très clair ce que vous dites. Voilà, je me dis, tiens, si je suis une femme, je ne serai pas super sereine. Il y a plusieurs choses qui Voilà, il y a plusieurs paramètres, plusieurs grilles de lecture. D'où le fait, à mon humble avis, qu'il faut que les hommes apprennent à se décharger, à protéger leurs femmes. Allez-y, pour terminer, on Non, mais comme il l'a dit tout à l'heure, tu sais que comme tu l'as dit, dans nos sociétés, il y a des sociétés patriarcales, il y a des sociétés matriarcales. Et moi, je le dis encore, j'ai beaucoup d'admiration pour les sociétés matriarcales. Comme encore, il y a des pays où c'est la femme qui est au centre de beaucoup de choses. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, on prend la partie... Vous êtes contre vous considérez que les hommes ont plus de charge mentale. On a plus de charge. Mais maintenant, c'est vrai que la vie moderne aujourd'hui, on a beaucoup de charges quand même. Souvent, tu vois, c'est... Voilà. Ouais, vous avez du mal, il n'y a pas d'argument. Non, mais c'est pour ça. Y a-t-il des arguments plausibles? Est-ce qu'aujourd'hui... Non, au fait, comme je l'ai dit, moi... Je partage. Écoute, nous sommes, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dehors. Si les femmes subissent ce que nous faisons tous les jours, je t'assure que non, que le monde serait... On recommencerait complètement le monde. Moi, c'est vrai qu'on en a pas, mais j'ai beaucoup de respect pour les femmes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que non, que les charges sont véritablement équitables et partagées. Véritablement même? Oui. Tu assistes? Je parle comme ça. Non, mais en les écoutant, je trouve que là, forcément, les hommes ont plus de charge mentale parce que les femmes, maintenant, savent où elles vont, elles savent ce qu'elles font, elles savent gérer, par exemple, on va dire le foyer, là où les hommes vont se questionner beaucoup de fois. Donc, juste par rapport à ça, je dis que les hommes ont plus de charge mentale. Vous avez le loisir de terminer la prise. Moi, je dirais que la charge mentale, elle est partagée aujourd'hui. Parce que je pense que ça doit être un poids pour un homme de vivre dans un système qui est patriarcal. Et de l'autre côté, on a aussi le poids de la femme. Donc pour moi, c'est vraiment les deux. Il y a une complémentarité même dans la charge mentale. Exactement, et on va s'arrêter sur ces derniers mots. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à nos chers invités pour votre présence, Freddy et Emile. Merci bien sûr à Gloria, merci Babadel, ainsi que Maury. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, l'émission qui fait briller ceux et celles qui font les choses. Allez, bye bye. Cette émission vous est offerte par Orange Monnaie Europe. De l'Europe à l'Afrique, Orange Monnaie Europe, proche de vous, ici comme là-bas.